Bien, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les responsables d'administration, ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, Mesdames et Messieurs les invités, mes chers collègues, comme je viens de vous le dire, merci beaucoup pour votre présence à ce rendez-vous annuel très important pour notre organisation. Madame la Ministre, nous nous retrouvons quelques semaines après notre réunion de travail du 29 août, où vous nous avez gentiment accueillis au ministère avec mes collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis très heureux de vous accueillir. C'est un moment important, ce congrès, de la vie associative, et je vous remercie de le partager. C'est pour nous la première assemblée générale de la mandature, puisque nos instances ont été intégralement renouvelées. J'en profite encore pour saluer et féliciter les nouveaux élus de nos fédérations et les membres de mon conseil d'administration. Alors je ne m'attarde pas plus sur la présentation de notre réseau, que vous connaissez bien. La pêche est une activité populaire pratiquée par quelques 1,5 million de citoyens et pour les seules eaux douces. La pêche est associée à un univers naturel, calme, harmonieux, respectueux. Vous connaissez aussi les ressorts, nombreux qui portent notre activité de loisir et l'acceptabilité sociale très forte dont elle bénéficie auprès de nos concitoyens. C'est aussi une activité qui nécessite une forte mobilisation via nos 3600, voire plus, associations agréées, 94 fédérations départementales agréées et des regroupements régionaux, et bien sûr fort de plus de 40 000 bénévoles et un peu plus d'1 millier de salariés qui œuvrent directement dans notre réseau associatif. Notre fédération siège en de nombreuses instances de votre ministère, du ministère de l'écologie, notamment au CNTE, Conseil national de la transition écologique, du Comité national de la biodiversité, au Comité national de l'eau et bien entendu à l'Office français de la biodiversité. Alors nous sommes très heureux d'y représenter nos adhérents et bien entendu de faire entendre notre voix militante pour les écosystèmes aquatiques naturels. Nous sommes, et nous le revendiquons, de précieux partenaires de la direction de l'eau et de la biodiversité, et avec laquelle nous travaillons en harmonie sur la plupart des dossiers. Le premier sujet sur lequel nous sommes ravis de vous entendre est le devenir des poissons migrateurs. Car ce capital est essentiel, mais en danger. Anguilles, saumons, les aloses, les lamproies, l'esturgeon, la truite de mer, pour les citer, que vous connaissez d'ailleurs dans votre département, vous avez pas mal d'espèces migratrices. Et ces espèces constituent un thermomètre de l'état de nos rivières. Autant dire qu'elles sont singulièrement mises à mal dans de nombreuses régions. Alors nous avons initié une campagne de communication nationale annuelle appelée « Sauvons nos rivières ». La première campagne, en 2021, a porté sur la gestion quantitative et notamment la gestion des épisodes de sécheresse. Et la seconde a porté cet été sur les migrateurs, et je veux partager avec vous rapidement l'une des vidéos réalisées à cette occasion.
Alors cet ouvrage n'est pas franchissable pour les petites anguillettes qui viennent de la mer. Et les anguilles, le peu d'anguilles qui restent, donc de géniteurs, qui devraient repartir à la mer pour se reproduire, passent, je dirais, obligatoirement par les turbines. Et quand les anguilles passent dans la turbine là-bas, bah, elles finissent en tronçons de 15-20 cm, ça ne se voit pas, quoi. Et ça, c'est vrai que ça ne me parle pas. Et on laisse croire aux gens que c'est d'énergie verte parce que c'est au fil de l'eau et que tout va bien. Ce sont des populations entières qui disparaissent. On ne nous entend pas, on ne veut pas nous écouter parce que derrière, il y a des intérêts particuliers, des intérêts financiers, parce qu'il faut aussi le dire. La biodiversité, on est prêt à la sacrifier sur l'autel du bénéfice économique. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette continuité écologique soit appliquée dans sa rigueur la plus totale. C'est extrêmement important et heureusement, je dis bien heureusement que les pêcheurs sont là. Le braconnage sur la Civelle a toujours existé. Il y a une demande très forte, et cette demande très forte, notamment à l'international, fait que le braconnage s'est renforcé, s'est même, je dirais, professionnalisé, et quelquefois, hélas aussi, on trouve des professionnels impliqués dans ces filières. Alors, notre objectif, c'est aussi de pousser le gouvernement et les décideurs à prendre un moratoire concernant l'anguille en particulier, de toutes les pêches, à la fois la pêche professionnelle et la pêche de loisirs, pour une durée de 5 ans. Bien, merci à la régie pour avoir présenté cette vidéo qui caractérise bien notre travail, notre action, et fait ressortir le sujet de notre militantisme, de nos combats, les montrer et les révéler, car bien souvent les non-spécialistes ne savent même pas à quoi ressemble tel ou tel poisson. Alors, certaines de nos attentes sont spécifiques aux migrateurs, mais globalement, leur État milite pour une politique volontariste de l'État sur de nombreux sujets, comme la continuité écologique, les moyens affectés à la police de l'eau et à sa surveillance. L'enjeu est connu aujourd'hui, 8 espèces en difficulté sur 9. Mais récemment encore, dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique sur la Sélune, dans la Manche, ben oui, nous avons vu un saumon remonter au pied des barrages de la Roche-qui-Boit et de Vezin, qui, grâce à une action de l'État et conjuguée aussi avec la nôtre, qui viennent d'être très récemment arasés. Quelle victoire sur un dossier sur lequel notre réseau s'est impliqué fortement depuis des années. Quand l'État se mobilise, Madame la Ministre, avec le soutien de la société civile et qu'il met les moyens, la nature reprend naturellement ses droits et les résultats sont là. Ces poissons nous renseignent sur la santé de nos cours d'eau, dont, hélas, 50% à peine atteignent l'objectif européen du bon état écologique. Les discontinuités écologiques de toute nature expliquent ce constat. La réglementation sur la continuité
est vieille depuis plus de 100 ans et nous en sommes encore souvent à tergiverser sur son utilité, sur son efficacité. En 2006, dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la France a donné un vrai coup de fouet à cette notion, hélas avant qu'un net virage soit renégocié en 2010 environ. Depuis lors, cette notion, pourtant indispensable, a été largement revue à la baisse et les parlementaires, Madame la Ministre, et vous en étiez, vous en êtes, n'ont eu de cesse que détricoter la loi et on l'a vu, pardonnez-moi, le gouvernement s'est incliné. Au point que le législateur a purement et simplement exclu certains ouvrages, les moulins, pour ne pas les citer, de devoir respecter la continuité écologique. Tous les ouvrages doivent la respecter, sauf les moulins, qui ne peuvent même plus être arasés pour quelque motif que ce soit. Cette entorse n'est pas acceptable. D'ailleurs, le Conseil d'État vient solennellement de dire que ces dispositions contreviennent à nos engagements européens et les a déclarés inapplicables. Alors, nous attendons avec impatience que l'administration écarte ces dispositions et fasse revenir, y compris les moulins, dans le droit commun, j'allais dire dans le droit chemin, qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Nous sentons également que les parlementaires ont pris conscience d'être allés trop loin dans le mauvais traitement réservé à notre biodiversité pour protéger un patrimoine architectural prétendument en danger. Le projet de loi sur les énergies renouvelables, qui sera très prochainement en discussion, ne doit pas être, et nous comptons sur vous, Madame la Ministre, l'occasion de sacrifier davantage nos cours d'eau. Le Comité national de la transition écologique, instance solennelle qui est rattachée à votre ministère, a pris le soin de préciser que le potentiel de développement de cette énergie était relativement limité. Nos fédérations ont été sensibilisées à ce risque et, croyez bien, nous entendons bien nous faire entendre. Sur cette thématique des migrateurs et de la continuité écologique, nous attendons de votre part, de notre ministère de la Transition écologique, qu'il se surpasse, qu'il incarne ces combats avec détermination et constance. Sur les aspects quantitatifs, je veux surtout revenir sur la sécheresse que nous traversons. C'est juste un désastre. Le désastre pour nos cours d'eau, nos communes, notre biodiversité, mais c'était un désastre annoncé. Pouvait-on imaginer manquer d'eau potable? Pouvait-on imaginer que les présentateurs météo annoncent fièrement l'arrivée de quelques gouttes d'eau, comme si on annonçait l'arrivée d'un sésame? Jamais nous n'avions vu une pareille situation généralisée, durable et intense pour nos poissons, nos milieux et nos territoires. Pourtant, le Comité d'action de la sécheresse et de l'hydrologie du Comité national de l'eau a été alerté tôt et fort. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'excellent travail de cette instance qui fonctionne très bien sous la houlette de la direction de l'eau. Je salue Olivier Thibault et produit une connaissance solide et appréciée.
Et là aussi, je salue le président Jean Launay, qui ne peut être des nôtres, et je lui adresse mes amitiés. Mais a-t-on réellement pris la mesure de cette sécheresse? Je n'en suis pas certain. Sur la base d'un questionnaire envoyé courant août à nos fédérations, le premier vice-président, Jean-Paul Doron, ici présent, nous exposera tout à l'heure les principaux points de constat à ce jour, même si l'enquête n'est pas terminée. À l'occasion de notre rencontre, j'avais soulevé, Madame la Ministre, plusieurs aspects qui nous paraissent importants et qui soulèvent également notre indignation. Les préfets doivent véritablement anticiper ces épisodes en mobilisant la cellule sécheresse le plus tôt possible et en prenant le plus en amont possible des mesures qui ne doivent pas exclusivement être des mesures de communication. Quand on prédit une sécheresse historique, de simples spots télévisés ne peuvent suffire en guise de mesures de gestion. Par ailleurs, certaines pratiques ne sont plus permises et choquent. Je pense à certains arrosages domestiques ou professionnels ou à des arrosages agricoles en pleine journée. Nous avons vécu des températures élevées tout au long de l'été qui ne sont pas compatibles avec des batteries d'arrosage sous 40 degrés. Nous avons vu et lu dans plusieurs départements que malgré les arrêtés de crise renforcés, des activités d'arrosage étaient revendiquées en toute illégalité, et cela, ce n'est pas tolérable dans un état de droit. Intolérable également ces dérogations individuelles malgré des situations de stress hydrique prononcées. Je veux dire à nos fédérations que sur ces points à proprement parler, le recours au tribunal administratif ne doit pas être une option, mais une solution. D'ailleurs, dans mon propre département, et je l'ai dit hier, nous avons pris une résolution disant que toute dérogation individuelle ferait l'objet d'un recours. La place du préfet dans cette question est absolument cruciale et nous devons collectivement chercher à renforcer ses prérogatives, mais il faut aussi les outiller pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Les arbitrages sont certes compliqués, mais les effets de la sécheresse sont sévères pour l'homme, la nature et nos modes de vie. C'est le rôle de l'État qui est interpellé à travers ces constats. L'eau est un bien commun, est un besoin vital. C'est le ministère que vous représentez doit impérativement aller plus loin dans la gestion de cette sécheresse, car ces épisodes participent de notre vie quotidienne dans plusieurs départements. Dans le même ordre d'idées, nous entendons bien cette pression pour créer, ici ou là, des retenues de substitution. C'est une désillusion et une vraie fuite en avant de croire que ces retenues peuvent constituer une réponse appropriée à nos changements globaux et aux défis de la baisse clairement annoncée de nos débits de rivière. Là encore, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour être la garante des principes de gestion économe, responsable et équilibré du partage de l'eau. Les plus grands lacs, les plus grandes retenues, et je pense à Serre-Ponçon, que je connais très bien, n'ont pas pu résister à cette sécheresse. Et
À titre d'exemple, l'Espagne, d'ailleurs, se mord les doigts d'avoir pensé un temps que les retenues pouvaient constituer une solution. Sur cette question, comme sur la précédente, c'est la place de l'État qui est encore interpellée dans sa capacité à connaître, à anticiper et à décider. Mais c'est aussi son rôle de concevoir un rapport nouveau à l'eau, de le diffuser et de le défendre. Je profite également de ce congrès pour un de nos combats anciens, le principe de l'eau paie l'eau. La stratégie nationale pour la biodiversité a fait l'objet d'intenses échanges et nous attendons une redynamisation de notre politique de l'eau. En l'état, les finances de la politique de l'eau alimentent fortement la politique de la biodiversité, notamment par l'intermédiaire des agences de l'eau. Or, il est vraiment temps de poser des principes clairs de financement de la biodiversité et ainsi d'éviter de siphonner les finances de l'eau par des subterfuges comme le plafond mordant, les prélèvements exceptionnels ou des extensions de missions déguisant un transfert de flux financiers. Je vous le précise au passage, Madame la Ministre, que tout pêcheur associatif adhérent de notre réseau s'acquitte d'une redevance aux agences de l'eau dont le montant est fixé à 8,80 € pour les cartes annuelles. Je signale qu'il existe même également une redevance pour les cartes journalières et hebdomadaires, mais vous dire tout simplement que c'est la seule activité de loisir à être redevable de cette redevance. Alors, à l'occasion de cette réflexion globale sur le financement de la biodiversité et sur les redevances agences, il nous faudra impérativement rediscuter de celles acquittées par les pêcheurs pour y remettre un peu de l'équité et de la simplicité, et nous comptons sur vous. Tous ces sujets, et je n'ai pas évoqué la thématique de la qualité de l'eau, par exemple, nous convainc de l'importance de notre rapport à l'eau. Rapport qu'il est impératif de réinterroger. Trop souvent, notre vision a été utilitariste. L'eau a longtemps été perçue comme une contrainte qu'il fallait évacuer, une menace à exorciser. La communication primait certainement sur tout le reste, en particulier à l'approche des échéances électorales nationales. Comme l'an passé, je remercie et félicite mes collègues de fédération confrontés à ces vœux pour leur pondération, leur souci de l'échange et leur volonté d'aller de l'avant. La très grande majorité des villes concernées a fini par se raviser et travailler main dans la main avec nos structures pour le milieu naturel, la biodiversité commune, bref, pour l'intérêt général. Nous redisons que la pêche au vif est une activité légale et très minutieusement réglementée. La très grande majorité des collectivités sont des partenaires et des défenseurs de notre activité, car elles connaissent l'utilité sociale de nos missions et le caractère populaire de notre activité. À ce titre, nous défendons toute pêche que la loi permet et nous le ferons avec conviction et détermination. Nous comptons bien entendu sur votre ministère et sur votre soutien. Enfin, je veux maintenant aborder un dossier ancien, complexe il est vrai, mais qui met
notre réseau associatif en tension, je dirais plus en colère. Elle s'est exprimée hier. Je veux parler du cormoran. Cet oiseau fait l'objet d'une procédure de régulation. Jusque-là, tous les 3 ans, le ministère définissait un quota de tir département par département, non seulement pour les piscicultures, mais également pour les eaux libres. Des décisions de justice sont intervenues ces dernières années pour dire en quelque sorte que les arrêtés de tir n'étaient pas suffisamment motivés. Au cours du groupe national, nous n'avons pas, hélas, réussi à convaincre de l'impérieux besoin de tirer cet animal très présent sur nos territoires, et tout cela au détriment de la biodiversité aquatique commune. Alors nous avons abordé ce dossier hier en Assemblée générale et nos mandants souhaitent que nous entreprenions toute mesure possible pour faire avancer ce dossier dans le sens d'une meilleure protection de notre patrimoine piscicole. Nous allons d'ailleurs mobiliser le Parlement sur ce dossier pour solliciter son soutien, et je pense que le sénateur Decool nous en dira quelques mots tout à l'heure. Les textes soumis à consultation du public cet été ne sont pas encore publiés et nous espérons que c'est pour mieux s'atteler à trouver des solutions pour assurer une régulation départementale. Il est urgent, indispensable que le ministère permette au département de solliciter et d'obtenir des arrêtés de tir. Je vous le dis solennellement, je veux vraiment vous alerter et vous convaincre, Madame la Ministre, de l'attente forte de nos structures sur ce dossier et la détermination de notre réseau. Lors de notre Assemblée générale, hier, nous avons bien senti, et j'ai bien senti que ce dossier était explosif. Nos fédérations, et croyez bien que les pêcheurs, quand ils sont décidés de l'être, ils le sont remontés. Ils sont excédés au point même, et je le dis, j'allais dire droit dans les yeux, Madame la Ministre, d'envisager des solutions les plus radicales. Je n'y suis pas opposé, et la FNPF y prendra toute sa part, et sachez que sur ce sujet, je ne lâcherai rien, et nous ne lâcherons rien. Nous ne pouvons plus accepter d'être impassifs devant ce massacre délibéré d'espèces piscicoles. Ce revirement, hélas, de votre ministère, Madame, soudain, subit, contrarie fortement la dynamique de notre réseau, alors que la biodiversité a besoin de toutes les forces vives qui travaillent pour elle, et les pêcheurs sont toujours, quand vous le demandez, présents au rendez-vous. Rendez-le-nous par rapport à cette problématique du cormoran. Voilà, Madame la Ministre, les propos que je souhaitais partager avec vous. Nous avons quand même aussi beaucoup de sujets en commun sur lesquels nous vous attendons aussi pour être notre porte-parole dans les interministériels, au Parlement ou à l'international. Nous sommes un des grands acteurs de cette politique de l'eau à laquelle nous croyons. Nous sommes des militants de tous les instants. Nous représentons l'une des plus dynamiques activités de pleine nature. Et très franchement, ma chère ministre Bérengère Couillard, nous comptons fortement sur vous pour porter et incarner nos convictions. Merci de votre écoute.